passant par une altération constante des formes, glissait dans la conscience, ne laissait presque aucun souvenir. Tout est passé, se dirent tristement les vieilles dames, comme tout est loin. Qu'en reste-t-il? Comme la chanson se terminait, un avion s'entendit dans le ciel, fut visible à un point de lumière métallique. La petite fille leva la tête. L'avion traversa le golfe clair, cerne de petits nuages neufs aux franges imperceptiblement teintes par le couchant. Il altera, il y abîma sa pureté. Mais il faisait partie d'un monde parallèle et lointain qui n'atteignait pas la surface paisible de la terre, pas plus que les gronderies n'atteignent les enfants, pas plus que les chagrins n'atteignent les nappes liquides, profondes, de notre être, il s'en allait vers l'ouest. À la hauteur à laquelle il volait, on devait déjà voir la côte, la limite nette entre la mince bande gauche des plages et le bleu vif de l'océan. Plusieurs enfants resteront immobilisés dans leur jeu, eux aussi, le nez en l'air. C'est un Boeing, dirent les plus grands, et certains étendirent les bras et, de Sioux, se transformeront en Boeing. Des Boeing aux bras étendus traverseront les jardins, avec des bruits de moteur. Ils 48 atterrirent sur des falaises, US tireront sur les chiens couchés et s'émurant en éléphants. La guerre au pistolet devint une bataille aérienne. Mais rien ne change profondément. Les mêmes bruits légers, identifiables, continueront à monter du sol. La même odeur de terre humide montait des pelouses arrosément fous. Du froid dit à haute voix la petite fine. Elle secoua les épaules puis sauta sur un pied. Elle parcourut, toujours sur le même pied, une marelle imaginaire. Et elle atteignait d'un seul coup le ciel. Ciel cria victorieusement la petite flue. À des reflets changeants, dit Charles Trenet, la mer. 3. Le bruit de la tondeuse s'arrêta. Ceci détendit brutalement l'essence. L'essence glisserant délicieusement dans le silence, peu prouverant comme un bienfaisant coton. Curieusement, alors même avait disparu, le bruit de l'avion flit plus net, devait passer le mur du son. Dans une seconde, se dit Madame Hubert. Dans une seconde exactement. La formulation était vague. L'idée, elle aussi, était vague. Dans une seconde, car le jet d'eau est mis en l'air, bien droit, toutes les gouttes projetées vers le DEL. Et dans une seconde, TL alla s'abattre. Il y s'abattit presque en même temps dans plusieurs jardins. Il y trempa des arômes cireux, des plants de salade, des bourgeons de fraises gros comme des dés à coudre, des tomates gonflées et vernies comme des faces d'un symbole d'eau. On entendit les cris exultants des enfants chatouillés par l'eau. Une rumeur de plaisir sensible, intense, presque palpable, qui semblait sortir du grand corps arrose des végétaux. Elle fit penser, cette rumeur, aux représentations que nous avons des premiers âges, lorsque la terre était encore peuplée de cygnes cornus qui mangeaient des fruits, de déesses roses à peine couvertes d'un linge, de petits cupidons frises. Perquant la massire blanche des corps de fiches en apparence inoffensives êtes-vous, ne faites pas de bêtises crieront les femmes, prises d'inquiétude devant tant de plaisir. Elle sentait que pour les enfants ces jardins si touffus, pleins de recoins où ils se cachaient, ces soirs interminables resteraient comme une si réminiscence du paradis. C'était là le danger. Plus jamais le bonheur ne serait aussi grand. Plus jamais les jardins ne seraient si touffus. Plus jamais le bonheur ne serait apporté, presque palpable. Penser que certains de ces enfants avaient à peine la taille des rosiers. Après ça, on était qu'on date nos regrets toute sa vie. On attend. Et parfois dans les rêves, on se souvient. En nous ainsi, par bribes, en de brusques saignements internes, en de brusques éblouissements, cette odeur d'herbe, des sœurs vagues, ou enfance perdue, c'est fou ce qu'elle donne soif. Des ballons bleus et blancs, peints par quartier comme des oranges, atterrissaient sur les parterres. Dans leur poursuite, les enfants passaient entre les tuyas, US froissaient en criant les feuillages, on apercevait des culottes rouges, des bouts de museau tout marbouilles. Oui, parfois, dans les rêves, attention aux fleurs, criait-elle. Oh les fleurs, quelles sauvages! Vous allez tout casser quand le jet d'eau se retirait, les fleurs ressortent à l'endroit, intactes, trempées. Cela faisait penser à quelque chose, se disaient les vieilles dames, quelque chose qu'on chantait un peu glisse. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer et dans tes eaux limpides, tu m'as ému. C'était si beau, ce chant. Mais ce n'était pas à ça qu'avait ressemble leur vie. Quel horrible mensonge quand est-ce qu'elle s'était reposée. Où était la fraîcheur promise? Tout était sec. Pourtant elles avaient fait tous leurs efforts pour imaginer un bonheur simple comme une prairie, le paradis comme un jardin trempé où coulait le lait et le mai. Elles avaient espoir,
Oui, elles avaient tête plume de bonne volonté, d'espérance. Même elles qu'avaient revint. Elles ne se rappelaient plus quoi, leur repas avait été immense. On leur avait monté la tête. Tout cela, c'était des histoires. Pourtant elles demandaient si peu. Et maintenant, quelques années encore avec un peu de chance. La dernière ligne droite. Le soleil était bien visible maintenant, d'un ton vif. On ne pouvait pas le regarder tant sa lumière blessait les yeux. Il paraissait au ras de la Tuileries, il ressemblait à un gros ballon dirigeable. Il y était vite que ce soleil si rouge ne tiendrait pas le coup, qu'il allait disparaître, à bas, vers l'ouest, au-dessus des arbres de la Tuilerie. La maison paraissait élue pour ce spectacle, avec sa façade italienne et la Diane au milieu du parterre, en équilibre sur une jambe. Ses deux bras restaient étendus dans le mouvement de tendre l'arc, ce côté mouvant des statues, elles ont l'air de s'appuyer contre le vide, comme nous, absolument rien qui les tienne, et ces ombres si minces, une telle disproportion, une telle déformation. Par exemple, ces dossiers de chaises, ça fait penser, on ne sait pas exactement à quoi. Peut être, oui, à l'ombre, dans des films, oui l'ombre, sur le sol, avant qu'il soit visible, l'ombre du meurtrier sortant du mur, l'ombre de l'assassin, c'est exactement ça 52 alors on crie. Mais justement dans ces moments-là, aucun son ne sort de la bouche, c'est vraiment l'ironie du sort, la fatalité. Quand on a peur, c'est bien connu, on ne peut pas crier, la bouche s'arrondit dans le silence et l'assassin s'avance. Il y faudrait toujours avoir sur soi ces petits systèmes d'alarme électronique. Il suffit d'appuyer sur un bouton, mais il ne faut pas y penser. Quelle drôle d'idée au fond. Toujours les mêmes. On connaît pourtant les voisins. Le soir, ce n'est qu'une chaise. Mais tout de même, qu'est-ce que leur flux pouvait bien faire les laisser seuls, ainsi, sans distraction, à leur âge, si fragile, si épouvantablement éprouvée par la vie, si pleine d'arthrose, de rhumatisme, ayant tellement besoin de réconfort, de présence. Tout ce temps derrière elle, tous ces soirs et tous ces matins. Quand on y pensait, puis elles se souvinrent de l'avion, ce qui modifia leur point de vue. Heureusement, se dirent les vieilles dames, on n'est plus dans la nuit des temps, on n'est plus à l'époque des peurs sans âge. Des choses réelles existent, ces tables, ces chaises. On est un soir d'être dans un jardin, un soir d'être moderne. On est bien dans le monde d'aujourd'hui. On entend la radio. Les avions traversent le ciel et c'est si rassurant d'être par terre, car il faut être honnête. Ça pourrait être pire. Le téléphone relique toutes les maisons du lotissement. Il suffit d'ouvrir la lumière. Il suffirait de téléphoner, de faire un numéro s'il y avait un problème. Le 17, la police, et des hommes, des 53 hommes forts, en uniforme, le pistolet dans le gaine en cuir arriverait. Ou des médecins qui les émeneraient dans les services d'urgence si la nécessité se pressentait, en cas de crise cardiaque, en cas d'hémorragies internes. Tout va bien, se disaient doucement les vieilles dames, tout va bien. Certaines des flux qui s'étaient attardées parlaient en sortant de la boucherie rentreront alors dans les jardins. Quand elles pousseront les portillons, elles repéreront l'impression de la fraîcheur de l'eau, son effet pénétrant mêla une lumière d'huile qui se fixait sur les surfaces les plus brillantes. Elles eurent une grande satisfaction à voir leur mort ainsi, sereines, écoutant la musique. Elles avaient raison de s'asseoir, de ne rien faire, mais aussi de ne pas se laisser aller, de porter des robes vives, car le noir les aurait vieillies. Dans l'ombre, l'ombre providentielle qui efface les rides, elles semblaient reposées, rajeunies. Malgré leur âge, elles profitaient bien de fêtes. Peut-être qu'elles étaient heureuses, c'était ce que pensaient les flux. Elles poseront sur les tables les papiers froids et mous qui contenaient la viande, le foie de veau, les codes premières. Elles furent satisfaites d'avoir rempli leurs obligations, tout un ordre d'obligations, les intérieurs en ordre, le jardin calme, de bas rases des mauvaises herbes, et 16 enfants qui leur appartenaient et qui couraient autour de la maison, certains d'une belle couleur de pain d'épices, et certains en slip, mais c'était pite. Quand il fait chaud, on ne peut pas trop exiger des enfants. ITS jouait et poursuivre. Peut être des cow-boys, peut être des lions, se disaient les mœurs avec fatalisme. Ou peut être des chevaliers, des pompiers, on entendait pimpon, pimpon. Sait-on jamais à quoi jouent les enfants? Les plus petits s'approchaient par moments des vieilles dames pour leur montrer des choses qu'ils avaient ramassées, ou les membres blessés venaient de heurter dans des portes, ou par terre, pour leur faire constater ces lésions. Ces marques de leur héroïsme. Mamie, regarde ce que j'y trouve. Mamie, regarde ce que je m'ai fait.
Ce que je me suis fait, corrigeaient les vieilles dames d'un ton tout de suite artificiel, le fameux ton de responsable de rayon, le ton d'institutrice. On ne dit pas que je m'ai fait. Tu n'as pas appris tes conjugaisons. Puis elle faisait semblant de s'extasier, arrondissait les yeux, ouvrait très largement la bouche, touchait le genou blesse, plissait le front car elle n'y voyait rien, hochait la tête, admirait les résultats étonnants, les couleurs des mâchures. 55 dis donc, ça doit te faire tresma. Oui, répondait l'enfant, fier d'avoir éveillé l'attention du monde adulte, de cesser monde divin, inconnu et adverse. Très mal, l'enfant peut être mu par l'obscure intuition de la solitude, l'enfant tendant la main, essayant, si petit, de trouver un mot pour la dire, le petit enfant peine plus aucun pied de rosier, tendre comme une feuille neuve, car les vieilles dames ne s'amusent pas beaucoup. Toute la journée assise, rémal, disait le tout petit. Ne l'inquiète pas, chérie, ça va guérir. Mamie, demandait l'enfant à Pérès une légère hésitation. Mamie, est-ce que demain, tu pourras m'acheter un carambar 5 par une coïncidence? La petite flue arriva devant le numéro 18 au moment où le soleil disparut. Pour elle, du point très bas, plutôt vers l'occident, d'où elle envisageait le monde, le soleil eut l'air de glisser derrière la ligne de peupliers de la rivière. Le soleil paraît toujours se coucher très loin. Aucun homme ne l'a jamais vu se coucher près de lui, quoiqu'il donne l'impression de toucher un point très précis de la terre. Pour tous les hommes de tous les pays, le mystère du monde reste entier. La distance par rapport au centre est la même. 56. La boule rouge descendit très vite. Elle passa derrière le rideau d'arbres. On aurait vraiment dit qu'elle brûlait cette partie du ciel. Sa lumière de robet remontait du sol. Elle enflammait l'espace entre les branches d'enluminure tragique. Lorsque la petite fine poussa le loquet, le portillon grinqua comme à son ordinaire. Alors, c'est que tout le monde avait prévu se produisit. Le ciel fonqua d'un coup, il parut légèrement plus triste. Un point rouge qui survivait l'ancienne gland et resta visible quelques instants dans plusieurs vitres. Ce fut pareil partout dans cette région de l'Ouest. Tout près, dans les petites stations de l'Atlantique, le soleil plongea derrière l'horizon qu'indiquait la lisière colorée et calme de la mer. Les derniers baigneurs rassembleront leurs vêtements. Des bateaux de pêche qui rentraient dans les ports firent un courant d'eau et les barques de toutes les couleurs se souleveront d'avant en arrière. Les gens qui se promenaient le long des plages resteront quelques instants devant le grand ciel vide aux couleurs de monde disparu, les amoureux qui se tenaient par les épaules et les personnes qui promenaient des chiens. Ces mots flotteront dans les esprits, s'accrocheront à un contenu impossible à saisir, se chargeront furtivement d'un sens, s'évanouir, la beauté du monde. Les amoureux qui se tenaient par les épaules envisageront leur vie différemment. Ils se serreront l'un contre l'autre. La surface de la mer devint rouge comme si on y avait rincé les entrailles d'un thon énorme. 57. Une lueur rose inonda les maisons. De seconde en seconde, elle s'affaiblit. Les alias fureteront sur la bordure ancienne des fronts de mer à la recherche des odeurs corrompues et salines. La petite fille hésita un court moment, dansa d'un pied sur l'autre. C'était chez elle, un grand jardin, avec une pelouse, une terrasse en ardoise et 3 portes-fenêtres qui conservaient le foyer rouge du soleil disparu. La blancheur et la légèreté de la terre montraient qu'elle était mélange de sable et qu'on n'était pas très loin de la mer. Un parasol de couleur crème était ouvert au-dessus d'une table. On voyait dessus un magazine, un de à coudre, une bouteille d'orangeade à moitié pleine. Toutes ces choses étaient familières, elle en fut au fond soulagée. Chez soi, ça ne ressemble à rien d'autre. La petite inquiétude qui l'occupait depuis tout à l'heure se réduisit à presque rien. Quand on est bien chez soi, dans sa maison, manger du foie, ça n'a pas tellement d'importance. Mais elle dit une fois de plus, très haut, par provocation, je m'en fous, du foie, ça faisait une sorte de rime. Le foie, je m'en fous, chanta la petite fille. Elle tira la langue, puis elle poussa un cri, car la chaussure perdue de Barbie brillait sur une touffe d'herbe comme un osselet abandonne. 58 avec ses jumelles de théâtre et 2 ou 3 porte-manteaux miniatures. La petite fille s'accroupit, saisit l'objet précieux, la pantoutie de Cendrillon, et s'occupa à l'enfiler sur le pied. C'était toute une technique à cause de la cambrure, elle y mit autant de gravité que le prince. Au ras du seau, on entendait des bruits d'insectes parmi lesquels il fallait soigneusement distinguer les guêpes des mouches et des moustiques. Dans les jardins, Pete, il faut se méfier. La petite flue ferma la bouche et respira soigneusement par le nez.
Sans faire de bruit, elle explora les recoins du jardin où une des ombres plus diluées, momnette, allongeait dangereusement les thuyas et le lilas. Mais il n'y avait pas de rocker, pas d'assassin. Madame Saint-Oualier lisait un magazine. L'homme qui se détacha du buisson était son père. Ce portrait n'était qu'un appareil photographique. « Te voilà, dit monsieur Saint-Oualier. Où étais-tu? Je t'attendais. Il y me reste un peu de pellicule. On va faire des photographies. Regarde-moi, souris. Pas comme ça, regarde-moi, voyons. Ne fais pas l'idiote. Lâche un peu ta poupée, ne plisse pas les yeux. Attention, le petit oiseau va sortir. » La petite fille leva la tête, se tordit le cou avec bonne volonté, et tira les commissures de ses lèvres. Son ORE fut obligé de prendre 2 ou 3 cliches car elle n'arriva pas à produire immédiatement le bon sourire. De ce soir-là, le soir du foie, il y resterait plusieurs photographies d'essais la petite fille née de sa poupée prise à cette heure crépusculaire. Sur l'une d'entre elles, la petite fille, debout, tient Barbie par les cheveux, elle regarde de face et on voit qu'il lui manque 2 dents. Sur le t-shirt, il est écrit Notre-Dame de Pléban, un nom de plage. Sur une autre photographie, la poupée est assise sur ses genoux dans la robe de tulle rose qui est son unique robe de bal. La petite fille imite le sourire américain de la poupée. Les 2 visages, le plus gros et le minuscule, regardent dans la même direction. Derrière elle, les fleurs de la haie sont très blanches. On voit que le soir commence. Quoique très satisfaite d'être assis le point de mire, après chaque pause, la petite fille tira la langue, pour montrer qu'elle gardait une grande liberté de jugement et accordait peu d'importance aux caprices des adultes. Pendant qu'avait lieu cette séance, un bruit de moteur traversa le bourg. En raison de la vitesse, on n'eut pas le temps de distinguer ce que c'était une sorte d'oiseau à crotte 60 oranges sur une branche rouge, un centaure à tête d'homme, à monture de chrome étincelant. « Tiens, se dit Madame Hubert, qui soufflait sur la croix du genou de Jean-François, son dernier petit-fils, pour la guérir par une opération magique. Qui ça peut être? Ce doit être Ludovic Morino. Il y a une nouvelle mobilette. Mais quel dommage, car elle pensa immédiatement à la couleur de ses cheveux, à la manière dont US se dressait sur sa tête. Une manière si peu naturelle, si excentrique. Oui, quel dommage, cette pauvre Florence, si travailleuse. Elle n'avait pas vraiment mérité ça. Mais qui est-ce qui mérite, se dit Madame Hubert en soufflant avec bonne volonté sur le genou. Bientôt, expliqua-t-elle à son petit-fils, la crâne tombera dans la nature et tu auras une peau toute neuve, une peau comme un bebe. Tu seras encore plus beau qu'avant, un beau bebe tout neuf. Viens embrasser mamie, ajouta la vieille dame. Car le soir approchait, on ne voyait plus le soleil, et tout à l'heure, elle n'avait pas été très rassurée, elle avait eu cette impression que la chaise, l'ombre de la chaise ressemblait, et pour tout dire elle avait même vaguement pensé à ce dessin que font, dans le cimetière, les croix dont l'ombre à une certaine heure est couchée toujours sur le même côté, vers la gauche. Toutes ces barres parallèles, vers la route de la Châtaigneraie, au loin, on aperçoit l'enceinte massive et noire du bois. Et c'est une idée qui fait peur, vraiment, cette idée des 61 croix. Et, naturellement, elle avait pensé à sa mère, Eugénie, et à la tâche du midi sur la tapisserie de sa chambre. Le portrait de sa mère était sur la cheminée, les 2 idées lui venaient toujours ensemble. La tâche paraissait un peu moins maintenant, avec Feut. La sécheresse n'avait pas que des 2 avantages. Et plus tard, pensa-t-elle, il y faudrait bien faire assainir ce mur, changer le papier. Mais mieux vaut ne pas y penser. Surtout à cette heure-là, on n'est pas de sang-froid. La joue sentait la confiture. En regardant bien, il y en avait un peu, au coin de la bouche, cette odeur délicieuse des enfants, se dit Madame Hubert, tout attendrie. Et elle se rejeta en arrière pendant que Jean-François frottait avec philosophie la bave, et posait sur sa joue. Pour Ludovic et Claire Maucroix, je t'assure, dit la petite fleur à sa poupée, je les ai vus. Derrière les terrains de tennis US s'embrassaient, comme des acteurs. Sur la bouche, embrasser Ludovic Morino, ajouta la petite fleur avec un léger sifflement, faut le faire point d'exclamation i. Elle les avait observés un moment, cachés derrière l'aile de tuya qui entoure les tennis. Puis elle avait pris peur, parce qu'ils restaient contre l'autre, sans bouger, sans respirer, comme à tâche. Et eux, ils s'étaient sauvés. Elle avait couru sans se retourner, à toute allure, c'est précisément, Robert Stevens, le professeur Robert Stevens embrassait avec une farouche passion Rowena Mulberry.
Une farouche passion, Claire Lancelot relut pour s'en assurer. Le mot lui paraissait légèrement excessif, mais elle avait bien lu. D'ailleurs, ceci la confirmait dans l'opinion qu'elle s'était faite. Il était clair depuis le début que Stevens, malgré son prestige, aurait du mal à s'en sortir. Cette scène avait lieu au pied du Bain-Neuvy, par Anna Pérez midi d'automne. C'était presque la fin de Passion écossaise, traduction du titre original, Scottish Love. Page 158. Le professeur Stevens avait invité Rowena pour une promenade. Il y avait arrêté sa voiture au pied du mont. Le Bain-Neuvy se dressait dans le vent froid, au-dessus d'une campagne sauvage. C'était toujours l'automne. Finalement, tout était à vite. Les arbres étaient rouges. Bouleversée, Rowena s'était exclamée « Que vue magnifique !» La lumière est clairvoyeuse, avait murmuré le terrible Stevens, visiblement ému, peu sensible au décor. En tapotant le volant de sa Jaguar, il avait regardé Rowena de ses yeux grisaciers, si aigus 63. Claire Lancelot avait bien compris. La Sunverissance fiait toutes ses prévisions. Légèrement essoufflée, elle leva les yeux et regarda, un peu hagarde, le jardin. Elle vit derrière elle l'ombre très distendue de minces épaules. Cette ombre, une silhouette derrière elle. Vous, Robert? Mais non, c'était la chaise. Ce n'était que la chaise. Tout était immobile. Elle replongea dans sa lecture. Elle lut les mots absolus, les mots confondant Rowena. La première fois que je vous ai vu, j'ai su, je vous ai attendu toute ma vie, j'ai lutté, mais maintenant je ne peux plus. C'est plus fort que moi. 7e vous aime, Rowena. Voilà ce qui arrive alors, oubliant son pouvoir, oubliant tout, vaincu, Hercule au pied d'Omphale, le professeur Stevens attirait Rowena contre lui dans le vent romantique de l'automne écossais. Claire Lancelot en sentit bizarrement une pointe obture. Elle retourna le livre, elle relut le nom de l'auteur sur la couverture, Alan MacLeody, un homme qui savait aimer, qui avait du fond, un grand auteur. Sans doute un Écossais, on dit pourtant qu'ils sont avares. Il n'y a pas à dire. Un peu de pluie ne ferait pas de mal à un peu d'intensité, un peu de mauvais temps, on s'essiole. Elle se souvenait d'autres lectures, qui parlaient de femmes trempées par les soufflances du corps mais le cinéma anglais, de chevaux pialtant sur la lande, d'hommes mûrs pleins d'amertume. Mernite PCU misogyne sur les bords laisseux et au fond vraiment capable d'affection. Le climat, tout est là. Et puis, la semaine dernière, l'histoire de cette hôtesse de pair et de son commandant de bord, détourné par un pirate, l'avion était immobilisé sur l'aéroport d'un pays en guerre. Il y était évident que ces genres de situations donnaient beaucoup d'intensité aux sentiments. Elle soupira. La souffrance persistait. C'était le genre de souffrance qui donne l'illusion de sentir l'emplacement du cœur au milieu de la cage thoracique. Mais c'est idiot, le cœur n'est pas à cet endroit, il est un peu plus bas, sous le sein gauche, bizarrement insensible, bizarrement indolore. Bien qu'il batte, prise d'une inquiétude, elle se tend le pouls, il y battait normalement. Il y fallait se rendre à l'évidence, elle souffrait. Bien au centre de sa personne, l'oppressant le jurement, l'empêchant même de respirer, elle sentait une douleur véritable, une douleur sans aucune cause, une douleur vraiment humaine, et n'est-il pas curieux que l'homme ou même la femme parfaitement sain, sans problème physique grave, quand il est au repos, paisible, ben nourri, soit tel que le spectacle d'un amour qui ne lui est pas destiné puisse aussi affreusement le faire souffrir? Il y va faire nuit, se dit-elle. Il y avait tant d'ombre maintenant que leurs dessins s'entrecroisaient, ne faisait plus au ras du sol qu'une bouillie obscure. Tout en haut, le dessin des formes restait sec, lourd queue de nettote, comme cisaille dans l'air du soir, la masse des marronniers, le clocher, sa tour basse, presque médiévale, sans élévation, appuyée sur le mauve assourdi. Bientôt cette tour se confondrait avec le ciel US, ne formerait plus tous les deux qu'une unique massire noire reflet figure de la terrible obscurité qui nous habite. L'extérieur ressemblerait à l'intérieur. Quand il fait nuit, nous n'avons pas plus de repos en nos qu'au dehors. Et nous avons qu'on à tâtons dans ces limbes de l'espace intérieur, et cet espace est désertique, et l'on sait bien alors ce qui arrive, nous nous y dirigeons fatalement vers ce qui nous fait le plus mal. Robert, murmura Claire Lancelot. Robert A.S.S. Hellman. Faiblement, en cul, une voix protestait, ne pas y penser. Évitez ce point. Elle ferma le livre, le posa sur la toile. Ça arrive à tout le monde, se dit-elle.
Par paresse et par habitude, en repoussant du pied un peu de terre qui salissait le relax, il n'y a pas de quoi en faire. Ou alors, le livre tomba. En relevant la tête, elle vit voleter au-dessus de la haie, à la verticale, de tout petits papillons crème. Toutes sortes de papillons se posaient sur les halles, comme piqués à meumler épines. C'était très étonnant, cette insensibilité des papillons, à l'orgule paraissent si fragiles. À voir leur fileur, cet effacement de la couleur, on sentait que l'ombre avait gagne, on sentait venir le crépuscule. Le crépuscule se voyait par contraste. Tout se voit par contraste. L'ombre du soir par rapport à l'ancienne clarté, Robert Stevens par rapport à Robert Hasselmann, s'il n'y avait pas les livres, se dit tristement Claire Lancio, si seulement il n'y avait jamais eu de livres, 8 à Nantes, certains soirs, quand le soleil descend à l'aplomb du château des Ducs, sur le fond du ciel rouge, on pense à l'incendie de Londres. Le dessin de la porte Saint-Pierre rappelle vaguement les tours de Tower Bridge. À cette heure-là, toujours, des femmes traînent devant les vitrines, les défenses baissent, les tentations paraissent plus fortes. C'est le soir que beaucoup de choses se décident, mais ce soir-là, rien ne s'était passé comme Claire l'espérait. Tout était hâle de travers, de toute sa vie, elle ne s'était jamais sentie aussi fragile. Mais elle n'avait pas le temps de traîner. Elle marchait rapidement pour ne pas arriver en retard au rendez-vous qui lui avait fixe. Cours des 50 étages 07, elle avait rencontré une sorte de dîner professionnel. Elle était à la droite de son mant, et cet homme, Robert Hasselmann, avait tête place presque en face. 2 ou 3 personnes les séparaient. Ceci avait rendu difficile une conversation suivie. C'était le genre de dîner où les hommes règlent des problèmes tandis que leurs épouses, comme ils les nomment avec cérémonie, échangent de vagues politesses. Dans ces dîners, en général, elle parlait peu, elle s'ennuyait et avait échangé un regard, il y avait une mèche qui lui retombait sur les yeux, il lui avait souri. Sa main à elle, qui tremblait légèrement, avait reposé sa fourchette. C'était le nom, Robert Hasselmann. Son nom, elle l'avait appris le soir même. Au moment où les gens s'étaient levés de table, il s'était avancé vers elle. Cette fâcheuse instabilité de son cœur avait fait le reste. Elle se revoyait, elle revoyait cette année-là, c'était plusieurs années, elle aurait presque dit des cycles en arrière. Elle avait traversé le jardin des plantes en montant de la gare d'Orléans. Habitant au sud de la Loire, elle ne connaissait pas bien le centre et perdait du temps à se repérer. À chaque carrefour, elle devait vérifier le nom des rues. C'était un lundi soir. Beaucoup de magasins étaient férules, et les femmes qui traînaient devant ne couraient pas grand risque. Le tonnerre roulait assez loin, à tout moment, on pouvait craindre de voir l'orage recommencer. Elle s'était engagée dans les quartiers résidentiels des abords de la gare. Ce sont de petites rues qui en gardent la trace du rêve de retraite et de calme qui hanta les générations d'après-guerre, d'ernaisons hautes, comme assoupis. Des entrées sombres, de petites chambres mansardées donnant sur l'arrière de jardins touffus, une sensualité lourde s'en dégageait par ce soir d'orage. Des lilas noircis par la pluie débordaient des murs, ça et là, des plaques de médecins ou de notaires faisaient imaginer de vieux cabinets tapis de livres, et corps de gravures de porcs, des existences presque finies, tournées vers de très vieux secrets. Se sentait prise d'une bizarre angoisse, liée probablement au contraste entre la densité tangible de ce rêve d'immobilité de paix, cette obscurité des jardins chargés de la dernière pluie, et le trouble qui l'habitait. Le souffle légèrement coupe, les chevilles molles sur le trottoir mouillent, elle marchait de plus en plus vite. Elle se disait, c'est de la folie. Elle posait soigneusement l'une devant l'autre ses chaussures à talons un peu hautes. Elle ne se sentait pas tellement en équilibre, mais c'était ses plus belles chaussures et elle voulait lui plaire. Ne jamais revenir à Nantes. Ne plus jamais y revenir. L'orage qui avait éclaté le matin mouillait encore les toits d'ardoise. Le soir avait cette couleur grise qui n'appartient qu'au mois de mai, ce parfum mou de fleurs d'apéresse la pluie. Certaines journées de mai on perd de très longs crépuscules. Les oiseaux chantent quelque part. Chaque arbre semble couvé du mystère. Bien qu'il ne fasse pas tard, des fleurs blanches de magnolia, très ouvertes, ressortaient fortement dans la pénombre entretenue par le temps pluvieux et les feuillages somptueusement épanouis. Il n'y avait personne dans les rues. Tout était gris, et pourtant une étrange douceur répandue dans l'air faisait ressentir le printemps,
La sonorité des revides était presque surnaturelle, le moindre son s'y détachait, un petit chat jouait sur les genoux d'une pomone en plâtre. D'invisibles oiseaux chantaient dans les arbres. De gros nuages rouleaux-formes dramatiques semblaient prolonger dans le ciel l'épaisseur des feuilles. La botte de l'Ouest et son ciel. Il passait ce soir-là au-dessus de Nantes humides, de Nantes fraîches, secouées par l'orage, de grandes formes rousses et convulsées, qu'on notait dites les sombres esquisses d'un ciel de jugement. Il attendait, comme convenu. Ils étaient l'un vers l'autre et s'étaient d'abord serré la main, avouté maladroitement, entre un homme et une femme qui ne sont pas tirés d'eux. Cette attitude existe. Il l'avait remercié d'être venu. Comme US restait à pitiner face à face, il l'avait entraîné vers un café, il avait dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Et c'était vrai. En 2 ou 3 minutes, Forbes Currit était devenue énorme, épaisse au point où on distinguait à peine les formes sur le trottoir d'en face. Le tonnerre s'était rapproché, et le ciel avait ressonné comme un tambour. On aurait dit que les coups tombaient sur l'herbe, de pas, au-dessus du pont Saint-Millet. Une fois à l'abri, US avait bu une orangeade. Quelques gouttes larges comme des pisseuses de 10 francs avaient sonné contre le verre de la terrasse. Mais l'orage avait aidé s'éloigner. Peu à peu la lumière grise du crépuscule était revenue, elle s'en souvenait comme d'une déception. Un peu embarrasse, US était assis face à face, un dossier qu'il avait en main posant en travers de la table. Elle s'était arrangée pour maintenir la conversation sur des sujets très vagues. Très énervée, elle disait n'importe quoi. Il lui souriait comme l'autre soir il la laissait parler. Elle essayait de retarder le moment où il serait inévitable de mettre fin à la rencontre. Elle y appliquait son esprit avec toute son intensité. Elle revoyait encore les petits sets de table, qui représentaient des gentlemen anglais, des chasses courts, avec des marques de whisky. À cause du demi-jour, le visage en face d'elle paraissait blanc, extrêmement calme, enveloppé dans la grisaille. Il y attendait, et malgré ses efforts, de longs silences s'installaient, mais les mots qu'elle n'avait pas dit, les mots que l'autre n'avait dit, d'autres les avaient prononcés, d'autres les avaient écrits noir sur blanc. Chaque mot écrit rencontre un jour une part obscure des existences. Quand l'orage avait paru s'éloigner, US était ressorti, US avait repris leur promenade, sans trop savoir où US allait, par le simple besoin d'être ensemble. Et US avait fini par remonter le grand escalier du cours Saint-Pierre. L'ombre des marronniers le recouvrait presque entièrement. L'impression en était solennelle, presque écrasante, monumentale. Mais les deux contre-allées en forme de tunnels ouvraient à leurs extrémités sur 2 bouches d'une darée opale, ce qui restait de la lumière du jour, d'une douceur infinie, cette tristesse des crépuscules du bord de Loire, cette lumière pâle, toujours voilée d'une fine vapeur en suspension, les marronniers ouverts partout, sur les promenades et dans les parcs, comme s'ils protégeaient l'ombrageuse severide de la vieille cite ducale, les marronniers, leur parfum de vanille, ce quelque chose d'enveloppe, de silencieux, d'impénétrable, qui pousse nos sœurs de Chouan. Les coups de tonnerre s'entendaient de plus en plus loin, très espace, probablement vers le quartier Sainte-Anne. L'orage avait tourné. À cause de l'ombre et du feuillage, on ne voyait plus le boulevard. Elle marchait sur le cours à côte de Robert Hasselmann, lui portait le dossier sous son bras, HS avait l'air de gens sortant de leur travail. Bientôt, il n'y aurait aucune raison qu'il restât davantage avec elle. Elle attendait cet inévitable moment, elle pensait. C'est exactement le genre d'homme, elle se disait comme c'est dommage 72 US avait traversé la partie des allées occupées par la foire de printemps. Les stands étaient presque déserts. Sur la toile des plus grands déesses chapiteaux, l'eau de pluie avait forme des flaques. Des forains reparaient les dés. USB agnait la toile, faisait couler par terre de grosses giclées de pluie et de branchages. Et Elka continuait à penser, c'est exactement le genre d'homme. À tout ce qu'il disait, elle hochait la tête. Elle regardait la lumière grise et transparente à l'orée des allées sur la place, et cette lurnure s'était mise à trembler, à se gonfler sous son regard, la couleur grise, les fleurs en miettes. Tout se gondolait, se déformait, elle sentait s'installer en elle avec douleur la certitude du renoncement. Il l'avait serré contre lui, en plein milieu du cours Saint-Pierre. Mais quelque chose s'était cassé. Elle s'était retrouvée contre lui, brutalement confrontée à cet homme. Elle avait semé les poignets de sa chemise, sur ses paupières lésées ou un peu humides de l'étranger. Il y avait essayé de toucher de sa main sa poitrine. Il y avait dit doucement, trop sensible,
beaucoup trop sensible, tendrement d'abord, en lui caressant les cheveux. Pourquoi pleurer, mais pourquoi y repetait enfin Claire, mais c'était beaucoup trop difficile, c'était presque impossible, elle ne pouvait plus s'arrêter, elle se sentait à bout. Elle lui avait abandonné un corps lourd comme celui d'une poupée de porcelaine. Elle s'était débattue, elle s'était de gage, elle 73 l'avait repousse. Il y avait bien senti qu'il n'y avait rien à faire. C'était malengage, trop tard. Il avait regardé sans comprendre. Il y avait dit froidement pardonnez-moi. Et il avait liché avec ses sentiments qu'il n'arriverait jamais à rien avec Site. Il avait lâché complètement, et courage. Trop sensible, probablement. Trop lâche. Il avait méprisé. En 2 minutes, c'était fini. Pardonnez-moi, avait-il dit. Elle n'avait jamais pardonné. Elle qu'elle n'avait jamais oublié. Elle pleurait avec dignité en essayant de ne pas renifler, et, bien évidemment, il n'y avait pas l'ombre d'un mouchoir dans son sac. Elle repoussa encore un peu de terre du bout de son orteil. De la terre fraîche tomba sur l'ombre. Je me demande, se dit-elle, je me demande encore comment. À la radio, le slow recommença, y ôta toute défense. Toute pensée rationnelle fut impossible. Claire regarda le ciel, elle fut terrorisée par sa couleur. Il y était devenu d'un bleu de buvard, d'un bleu irrémédiablement nocturne, presque nordique, le bleu du ciel dont le soleil s'est retire une couleur foncée dans laquelle mutisses, sorte de choses lointaines paraissait lentement se dissoudre. Elias s'est revit. Elle les revit, US avait traversé le cours dans un regret terrible. ITS c'était ce par place Louise XVI. Elle ne l'avait jamais revu. Elle n'avait pas osé se retourner, elle avait continué marcher droit devant elle, bien dans son genre, sans trop savoir où elle allait, dans la hall et grise l'odeur de vanille, posant une devant l'autre ses chaussures talons, et pleurant avec dignité, personne sensible, bien sûr, mais sans jamais de mouchoir sur elle. Tout le mal qu'on se fait, se dit-elle. Et pourquoi? Mais elle se répondit, ce n'était pas possible. Elle se revit, le dos contracte, elle se revit lors que les bras s'étaient ouverts, elle se ramassait toute. Elle se serrait, elle aurait voulu diminuer de volume, comme si elle avait essayé de diminuer sa propre densité, comme si, dans l'air humide de ce, hors de printemps, elle avait essayé de ne plus exister, de ne plus vivre. Voilà ce qui était arrive. Tout le monde aurait pu regarder son visage, tout le monde aurait pu la toucher, sauf cet homme-là, Procizerne. Elle était morte comme un trou noir. Voilà que cet homme l'avait touchée, et elle s'était mise à crier, elle aurait pu se mettre à crier. C'était comme si l'espace entre eux se divisait, se ramifiait fin fini, comme si s'inventait du vide à l'intérieur du vide. C'est cette musique, pensa-t-elle en se secouant, ça engourdit. Mesdames, messieurs, proféra la petite Title à plat ventre dans l'herbe, une de ses jambes se balançant latéralement avec la régularité d'un essuie-glace. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, la princesse rentre au bal. Toutes les fenêtres du château sont allumées. La voici, mesdames et messieurs. Écoutez la musique. Serrant étroitement entre pouce et index la taille de plastique, elle propulsa Barbie bien droite, sur son 31, entre les points traces de l'herbe. Bas le clair de lune, annonça la petite Flux, qui, profitant de la reddition langoureuse du slow, essaya de faire tourner la poupée. La poupée tourna, élégante, sa tête aimable et maquillée ayant toujours la même inclinaison sur son cou mince. Love you, chantonna la petite Flux, pour l'accompagner. Beaucoup de noir s'accumulait au ras de l'herbe et l'illusion était parfaite. Le rideau de la boucherie avait été redescendu à la manivelle. Il y avait réduit lentement, réduit à néant, tout râpé restaure, toutes les zones éclairées, Tom la clarté suspendue, toute espérance, l'extérieur avait disparu. La pendule sonna dans la piste hermétiquement close, c'était un objet neutre, fonctionnel, un disque indiquant la marque jasillée, simplement sur un fond blanc, finement gradu, les aiguilles noires. La grande aiguille fut droite, en ce point médian du cadran qui adonne aux hommes le modèle de la fatalité et celui de la justice. L'aiguille franchit ce cap puis elle resta, comme en suspens, une fraction de seconde avant que les coups ne retentissent. On semblait n'y avoir aucun rapport entre ce mouvement mécanique et la réalité si confuse, si complexe du temps. L'heure sonnait aussi sur le bourg. Tout à l'ouest,
À ce qui paraissait l'extrémité d'elle, une 79 flaque rouge qui correspondait à l'inflammation des nuages, brilla au milieu des tentes prunes. Les sons des cloches mirent davantage de temps à se dissoudre. ITS racontant d'obscures histoires de glas, de chevalerie, tout ce qu'on invente pour ces moments. Des amants au tombeau et des roses pour les fleurir. Dans le petit cimetière du bourg, les barres parallèles des ombres, Sinetzili avec quelques instants, allongent sur le même côte, vers la gauche, s'étaient ressorbées sur le sol. Quelques personnes finissaient d'arroser les pots, des personnes qui étaient assorties en profitant de la tardive fraîcheur du crépuscule, et elles laissaient pensivement la terre s'imbiber et noircir. Le surplus de l'eau était vite absorbé par les couches sableuses. Elle replaquait les pots avec un grand souci décoratif. C'était de ces personnes qui n'aiment pas le vague des chagrins, qui aiment les choses tangibles. D'ailleurs, elles ne souffraient presque plus. Les grandes douleurs s'étaient éteintes. Elles avaient recommencé à vivre et à se faire toutes sortes de soucis. Elles allaient et venaient, elles ôtaient les feuilles sèches. Elles n'étaient pas pressées, on prendra le temps de mourir. De petits oiseaux remuaient et chantaient dans l'épaisseur des cypres. Elles appréciaient la couleur vive des géraniums qui contrastait avec le marbre gris et biseauté des tombeaux neufs. Les boules gommeuses des cypres mettaient partout comme une odeur d'hête, de plage, de resine. Florence Morino commença de déboutonner sa blouse. Dans son commerce, le travail se poursuivait bien après l'heure de fermeture. Après avoir nettoyé le comptoir, elle commença machinalement à rapporter les invendus, les escalopes, les faux filets, les tournes d'eau et le foie vers la chambre froide. Quand elle tira la lourde porte, des ondes glaciales sans neige apprend, on vit pendre au crochet dans la buée de congélation, comme dans le conte de Barbe Bleue, des morceaux taillés puissamment, des pieds de cochon, la chair ligneuse et tendre de l'échine. Sa poitrine fut saisie dans le corset du froid. Comme dans le conte, il lui sembla avoir une confuse révélation de 9 heures, pensa Patricia Saint-Loalier. Comment se fait-il? Depuis de longues minutes, un magazine était ouvert sur ses genoux sans qu'elle le regardât. Elle ne faisait même pas mine de le lire. Elle attendait. Elle était plongée dans l'attente, dans la douleur